Construire. Si Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'il a fallu plus de 100 000 travailleurs pendant 20 ans pour construire la pyramide de Khéops, je pense qu'on peut dire que la construction, c'est une affaire de patience. De la première pelletée de terre à l'aboutissement final d'un projet, il y a tout un monde, bien souvent toute une vie. Que ce soit pour une maison, une œuvre d'art, une relation, quand on construit quelque chose, on passe par des moments intenses de doute, d'exaltation, de rage, de bonheur, de fatigue, d'allégresse. Mais la chose qui persiste et subsiste à travers le temps, c'est cette étincelle qui nous chuchote soir après soir, matin après matin, qu'on peut être fier du chemin parcouru et qu'on est sur la bonne voie. Souvent, on dit qu'on porte ces projets-là à bout de bras, mais je crois que ce sont plutôt eux qui nous portent et qui donnent un sens à notre vie. En construction, il y a une seule règle. Mais attention, je ne suis pas contremaître. La seule règle, c'est qu'il faut commencer par le commencement. Il faut accepter de travailler à la solidité des fondations avant de s'attaquer à la décoration du salon. Et maintenant que les bases sont jetées, je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'ai grandi sur la rive-sud de Montréal. J'ai habité à Montréal quelques années. Je me cherchais un peu à ce moment-là dans ma vie. J'ai toujours aimé travailler de mes mains, faire des bricolages quand j'étais jeune, jouer avec des morceaux de bois avec mes amis. On fabriquait des épées, des fusils, puis toutes sortes de patentes, des catapultes en bois. Fait que c'est ça, j'ai toujours aimé ça, fabriquer des choses, puis fabriquer ce que j'avais de besoin. Fait que j'ai commencé à m'intéresser au travail d'ébénisterie un peu plus en approfondi, puis je me suis inscrit à un cours d'ébénisterie à Montréal, le DEP en ébénisterie classique à l'école Père Marquette, que j'ai terminé en 2014. Puis ça a juste approfondi mon intérêt pour ça, là, finalement. Là. Fait que je suis un manuel en général, mais vraiment l'accent s'est mis sur le bois un peu par la force des choses avec les années. Je m'appelle Laurent Allard, je suis passionné du travail manuel, mais particulièrement du travail du bois et du façonnage de la matière. Moi, j'aime vraiment la recherche de des belles formes en harmonie ensemble. J'aime ça être entouré de choses qui sont agréables à l'œil. Je fabrique des objets puis des meubles, puis j'aime ça être entouré de ces objets-là au quotidien après, puis je crois que ça peut amener un bien-être au quotidien de construire des belles choses puis de s'en entourer. Je trouve que c'est important qu'il y ait une petite touche personnelle ou qu'il y ait comme un petit grain original à travers ça pour justement qu'on tisse un lien avec l'objet, comme un lien qu'on tisserait avec une personne qu'on croise dans notre vie. Tout le monde est différent, puis on tisse des liens avec des personnalités qui sont particulières puis qu'on aime pour des petits détails. C'est la même chose avec les objets, j'ai l'impression. Puis ça contribue au bien-être, justement, de sentir que on a un lien de proximité avec les objets, finalement. Je savais que j'avais envie de rester à la campagne un jour, du moins de m'en rapprocher. Puis là, tout allait bien dans ma vie à Montréal, tout était vraiment cool. Sauf que j'avais quand même cette idée-là qui restait au fond de moi de « Ah, un jour, j'aimerais ça habiter en campagne, j'aimerais ça avoir une maison, une vieille maison, j'aimerais ça rénover une maison, j'aimerais ça avoir un atelier chez moi. » Je m'étais mis à regarder par curiosité des annonces à Rimouski d'appart à louer ou de maisons à louer, mais tu sais, vraiment là, un peu pour me chauffer un peu, là, juste pour le fun. Là. Puis finalement, je suis tombé sur une annonce intéressante d'une maison à louer à Pointe-au-Père. Puis la semaine d'après, j'ai pris le bus pour aller, l'autobus pour aller rencontrer la personne qui cherchait des colocs. Puis de Rimouski, je me suis mis à regarder pour des maisons dans la région, finalement. Donc c'est là, c'est en découvrant le village de Saint-Gabriel, puis en trouvant cette maison-là que j'ai décidé de m'installer ici. Je trouvais que c'était vraiment un beau coin là, pour vivre. Construire, pour moi, c'est avoir une idée en tête, puis la matérialiser en quelque chose de physique.
qui est touchable, tangible, qui a comme une masse, un volume, puis qui a comme une texture. C'est ça, construire. Ça part vraiment de l'idée, puis c'est ça que je trouve beau là-dedans, c'est que ça part des courants électriques dans ton cerveau, puis là, ça devient un objet réel que tu peux expliquer, que tu peux montrer, puis que aussi les autres peuvent expérimenter. Dans le sens qu'une idée, on peut se parler entre nous, puis avoir une idée, puis se l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il reste toujours quand même il reste comme un peu de vague, parce que ce qui fait qu'on comprend l'idée, mettons, c'est je te l'explique, tu vas l'interpréter avec tes connaissances, puis tu vas la comprendre avec ton bagage, par rapport à ton bagage et tout. Mais un objet, ça ment pas, là. C'est comme on voit une boîte, on la voit tous les deux, on peut la regarder de différents angles, mais on l'expérimente en même temps. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme une vérité là-dedans, dans l'expérimentation de l'objet. Fait que construire, pour moi, c'est vraiment avoir des idées, puis les transformer en quelque chose qui peut être expérimentable, puis qui a une longévité dans le temps aussi, puis qui est touchable par plusieurs personnes, finalement. La trompette, ça fait longtemps que j'en joue, mais de façon très intermittente. Puis là, depuis quelques années, j'ai décidé de m'y remettre un peu plus sérieusement. Puis c'est cool, je trouve, c'est un bel instrument. Ça me fait penser justement au jazz des années 50, 40. Il y a comme une vibe, des vestons, la boucane. Il y a quelque chose que je trouve cool dans ce que cet instrument-là représente, l'image qui vient avec. Puis c'est ça, puis j'aime son son aussi. Puis sa puissance. Fait que c'est ça. C'est un instrument que j'aime beaucoup. Si je me souviens un peu dans le temps où je me cherchais, j'avais... En tout cas, je trouvais ça vraiment difficile d'entrevoir le futur. Mais je pense que si je me rencontrais, puis que je prenais un café avec moi-même, puis qu'on discutait du futur comme ça, ben peut-être que je me dirais de pas m'énerver, de pas craindre, puis de continuer à me laisser toucher par des choses que je trouve belles, puis des choses qui m'intéressent finalement, des choses qui m'appellent, puis puis de les suivre, puis de leur faire confiance à ces choses-là, puis de juste faire, en tout cas, c'est un peu de faire ce que j'ai à faire finalement, là, ce qui me touche, c'est ce vers quoi je dois m'en aller, puis tout simplement, puis les choses vont se placer à leur mesure aussi, puis c'est pas un concours, c'est pas une compétition, puis c'est pas, il y a pas des objectifs hauts à atteindre, c'est comme on prend la place qu'on prend au fil du temps, tranquillement, comme ça, là, sans que ce soit une course finalement. J'ai jamais été un très bon étudiant au secondaire. J'avais de la misère un peu dans toutes mes matières, ou en tout cas, comme je disais, mes cours de maths, c'était mes meilleurs cours de dessin. Fait que quand est arrivé au cégep, je savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que quelqu'un m'a dit, ah, va-t'en en art. Fait que j'ai dit, bah ouais, art, ça va être le fun. Puis c'est ça, j'ai aimé ça, mais c'est ça, mes notes dans mes cours de base m'ont pas permis de continuer mes études. Quand j'ai découvert la boutique, une boutique de Lego à côté de chez nous, ça m'a encore plus donné le goût de me relancer dans la création de modèles. Surtout que j'ai grandi en voyant du monde qui faisait des créations poussées sur Internet, des trucs qui ressemblent à des modèles Lego qui sont pas juste faits avec des pièces qu'ils ont de chez eux, mais qui sont vraiment allés chercher des pièces spécifiques pour faire des créations qui sont finies, polies, j'ai envie de dire. Fait que je voulais commencer ça, ou en tout cas essayer ça, puis surtout que je connaissais personne dans mon entourage qui faisait vraiment ça avec le Lego. Fait que mes payes passaient dans des achats de modèles Lego, puis c'est ça m'a encore plus replongé là-dedans. Moi, c'est Laurent Payette-Bédard, j'ai 29 ans et je suis avant tout un créateur de Lego. Souvent après l'école ou la fin de semaine avec mon frère, on avait chacun notre bac de Lego, puis on allait dans la salle de jeu, on étalait une couverte sur le plancher, puis on versait nos Lego là-dessus, puis on faisait des créations, on faisait des défis, faire des véhicules, des bases, des robots, on faisait un peu de tout, puis c'est ça. Ce qui m'a un peu donné le goût, c'est quand j'étais jeune, c'est ça, je me plaignais à mes parents que j'avais pas de courrier, fait que ils m'ont abonné au magazine Lego pour que je reçoive de quoi dans le mal, puis c'est ça, à recevoir le magazine à tous les mois ou 2 mois, que je voyais les nouveaux modèles qui sortaient, les créations faites par d'autres gens, puis là c'est ça, je me mettais à recopier ce que je voyais. Je magasinais mes nouveaux modèles en termes de pièces
il y a combien de nouvelles pièces dans ce modèle-là que je vais rajouter dans mon inventaire en me disant, OK, il y a tant de nouvelles pièces que j'ai pas qui seraient le fun, OK, puis il revient à temps. Il va être intéressant pour ça. Je regardais ça avant le modèle en tant que tel, je regardais les pièces, puis qu'est-ce que je pourrais créer avec ça. Tu peux proposer tes idées, puis si ton idée sera à 10 000 votes du public, Lego peut l'adapter peut-être en vrai modèle Lego. Il faut qu'il l'analyse puis qu'il vérifie que c'est un produit viable, mais c'est ça laisse quand même une opportunité de dire que tu as une de tes créations qui peut devenir un vrai produit Lego. J'ai fait la maison de Jack Skellington, l'étrange Noël de Monsieur Jack, puis ça m'a pris 2 semaines à atteindre les 10 000 votes, ce qui est assez exceptionnel, je pense, pour le site. Il y a très peu d'idées qui se rendent aussi vite à 10 000 votes, puis même déjà avoir 10 000 votes, c'est quand même long. À ma connaissance, j'ai pas retrouvé d'autres Québécois qui avaient un projet qui s'était rendu à 10 000 sur Lego Ideas, mais c'est ça encore. Là, maintenant que c'est rendu à 10 000 votes, il faut que j'attende après Lego. Ça va prendre une couple de mois avant qu'ils annoncent les modèles qui vont être gardés dans cette sélection-là. Puis encore, une fois rendu là, ça va prendre 1 an et plus avant de voir le produit sortir sur les tablettes ou même avoir des images officielles de qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres. C'est ça, ils prennent juste l'idée, ils vont pas reprendre directement le même modèle, ils reprendront pas nécessairement les mêmes techniques, les mêmes pièces. C'est ça, mais ça va être quelque chose qui risque d'y ressembler s'ils l'adaptent. Des fois, il y a des idées que ça passe par Lego Ideas que je me dis, voyons donc comment ils n'ont pas pensé à ça avant, mais c'est ça, ils sortent tellement de modèles, puis il y a tellement de public pour les Lego que c'est ça, c'est universel, là, c'est ça. Il n'y a pas de jouet ou de produit comme ça que tu peux acheter un produit sorti il y a 30 ans qui est encore compatible avec quelque chose d'aujourd'hui. C'est comme si tu achetais une voiture de 20 ans puis tu dis tu peux mettre des pièces d'aujourd'hui, c'est encore compatible. Non, ça marche pas comme ça, là, c'est ça. Tu peux toujours combiner puis réutiliser puis sortir les vieux modèles qui appartenaient à tes parents, à tes grands-parents puis jouer avec tes nouveaux modèles à toi puis ça marche encore. Fait que c'est magique, je trouve, comme façon de fonctionner. Tu as une recette gagnante, tu y tiens jusqu'au bout. Si je vous dis le mot construire. Construire? Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bien, construire, j'ai construit ma famille. J'ai construit ensuite de ça des commerces. Il y a plusieurs années, j'avais des commerces à Rimouski. Et puis là, ben je suis encore dans le travail pour aider tout le monde là, parce qu'il y en a beaucoup qui se donnent pas de misère à travailler. On peut construire beaucoup plus de bonheur et d'humanité, beaucoup plus de tolérance qu'on pourrait construire. Oui, on en aurait besoin. On en manque beaucoup. Ouais. Si je te dis le mot construire, à quoi ça te fait penser? À bâtir une maison, je dirais. Oui? C'est quelque chose que t'entreprends? Non, pas nécessairement, mais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui entreprennent présentement. Qu'est-ce qu'on peut construire? Un peu plus d'honnêteté dans la société parce que moi, je m'aperçois qu'il en manque beaucoup, énormément, puis d'intégrité au niveau de certaines personnes qui travaillent pour le public. Et puis, j'aurais des exemples, mais je ne vais pas accuser personne. Allez, comme ça. À la 3e fécondation in vitro, il nous restait un embryon. En fait, on en avait plusieurs. On en avait congelé plusieurs. On avait eu beaucoup de transferts d'embryons qui n'ont jamais marché. On était rendu à un point de dire on y va, puis si ça marche, ça marche. Puis si ça marche pas, ben tu sais, on a un plan B. Puis le plan B, c'était vraiment l'adoption. Si ce dernier embryon-là marchait, tant mieux. On s'en allait vers la branche de faire notre famille, construire notre famille. Si ça marchait pas, si on avait un test négatif à cet embryon-là, je m'en allais vers l'autre branche, le plan B qui était l'adoption. Je m'appelle Joanie Couture, je suis infirmière en obstétrique et je suis la maman de 3 beaux enfants, soit Flavie, Ophélie et Zachary, âgés de 6 ans, 4 ans et 2 ans et demi. Ça faisait 7 ans, je dirais, là, que je faisais des tests de grossesse à tous les mois, si c'est pas plus. Puis ce matin-là, j'ai fait le test, j'ai mis ça de côté, puis j'y en ai même pas repensé. J'ai fait mes affaires. Puis c'est drôle parce qu'on l'a su en même temps au téléphone, là, que c'était vraiment positif. Là, j'ai dit, ben voyons, il y a 2 lignes, ça se peut pas, tu sais. Puis j'étais infirmière, donc tu sais, le soir même, j'ai été me faire une prise de sang, puis là, on a vraiment confirmé que c'était positif et tout, là. Donc
l'histoire a parti comme ça, là, tu sais, que bon, ben, j'ai eu une belle grossesse, un peu plus suivie que d'habitude, vu que c'est de l'in vitro, mais du moment que l'embryon est implanté, on tombe grossesse normale, donc c'est mon médecin qui m'a suivie, et puis c'est une grossesse, c'est ça, sans particularité autre que l'in vitro, mais tout a bien été. On a fait le 3e cycle in vitro, on a changé d'institut, donc il fallait, de nos propres moyens, amener l'embryon du point A au point B. À ce moment-là, quand on est arrivé avec le biostat, on l'a mis dans l'auto, puis Guillaume, il dit on va l'attacher comme il faut, là, tu sais, parce que c'est super précieux, puis fait que on s'est assis en avant, puis là, j'ai dit hey, on pourrait prendre une belle photo de famille, notre première vraie photo de famille, tu sais. Guillaume, il me regarde et comme, ben voyons, tu sais, de quoi tu parles? J'ai dit, on va faire une photo, là, tu sais, puis j'ai les yeux remplis d'eau, là, on dirait que je suis comme émue, mais que... Puis finalement, c'était vraiment notre première photo de famille, puisque Flavie était dans ce biostat-là, qui était un embryon à ce moment-là. C'est la photo de la naissance à Ophélie. C'était la première rencontre de Flavie et Ophélie. Puis on voit qu'on est tous heureux. Puis Flavie était très contente de voir sa petite sœur. Ma première grossesse, à toutes les semaines, je prenais une photo devant mon tableau et à toutes les semaines, je changeais le chiffre et j'étais vraiment assidue. Ophélie, je sautais quelques semaines et Zachary, je dirais que j'ai le début, la moitié de grossesse et la fin de grossesse. Il n'y a personne autour de nous dans le temps, quand on a commencé à s'essayer, qu'il y avait des problèmes d'infertilité. Peut-être qu'il y en avait, peut-être que mes tantes qui n'ont pas d'enfants, peut-être que, tu sais, sauf que c'est tabou, on dirait que personne ne veut en parler parce que c'est intime, c'est des moments intimes, là, tu sais, qui fait qu'on est plus ou moins à l'aise d'en parler. S'il y a une phrase que une femme qui essaie d'avoir des enfants veut pas entendre, c'est vraiment « tu y penses trop ». On entend cette phrase-là, puis ça vient nous chercher là, quand on est dans ce cycle-là d'in vitro, puis qu'on se lève le matin, on a des pilules à prendre, le soir, on a des injections, tout est calculé. Mais de se faire dire par quelqu'un qui connaît pas ça, tu y penses trop, t'es pas capable d'avoir d'enfant parce que tu y penses trop, ça nous met la rage en dedans, mais avec du recul, c'est vrai. Des fois, je prends un moment de recul, puis je les vois jouer les trois ensemble, tu sais, puis c'est donc beau, là, tu sais, on a réussi à avoir notre famille, on a réussi à faire ça, tu sais, puis... Sauf que le moment où ils se chamaillent, puis qu'ils se roulent la terre d'une crise de bacon, ou bien qu'il y en a un qui veut ça, puis l'autre veut ça, des fois, on se dit... On a-tu voulu des enfants, hein? Tu sais, on s'est toujours dit ça, hein? Quand on n'avait pas d'enfants, on était là... Ah, on en veut des enfants, là, tu sais, puis quand on va en avoir, là, on va se remémorer, là, tu sais, on en voulait vraiment des enfants, fait qu'on est prêt, là, tu sais, à affronter, là, les crises qu'ils vont nous faire. Bien, quand ils nous les font, les crises, là, on se le remémore. On en voulait-tu des enfants? Fait que j'avoue que, tu sais, c'est ça, c'est plus qu'ils vieillissent, moins que je suis dans le jus. Mon petit dernier, il a 2 ans et demi. Donc, il commence plus à jouer avec les filles. Donc, ça libère plus. Puis, je suis capable de comme lâcher prise puis de dire « Ah, wow! » là, tu sais, on a réussi vraiment à faire quelque chose, là. Mais avant ça, là, 3 enfants en 3 ans et demi, là, ça l'a gaulé, là.